Conviction. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Conviction. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma avec mon invité. Et je suis très heureux d'accueillir Baloufou Bakoupa Kaninda, cinéaste, avec qui nous allons faire connaissance tout simplement. Baloufou, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Conviction se propose d'aller à la rencontre de l'homme qui se cache derrière la fonction, derrière l'activité. Vous êtes un cinéaste de renommée mondiale. Vous enseignez dans beaucoup de pays le cinéma, ou en tout cas le 7e art. Alors, on va faire connaissance tout simplement. Qui êtes-vous? Mais je suis Bakoupa Kaninda, parce que ça, en fait, ça c'est mon nom, comme on le fait chez nous. Et en fait, je suis Bakoupa Kaninda Waba Balouf. Je suis Bakoupa Kaninda, le frère de Balouf. Et par raccourci d'état civil à l'européenne, donc Baloufou est devenu mon prénom. Enfin, c'est mon prénom. Et je suis né à Kinshasa, je suis né à Matongé. Je suis né dans une maison à Matongé le 30 octobre 1957. Et des parents qui, eux, vivaient à cette époque-là à Loulouabourg, au Kananga actuellement. Et je suis né 5e garçon d'une famille qui en compte 8 garçons et 2 filles. Voilà. Alors, vous avez une formation de sociologue, vous avez étudié l'histoire contemporaine et de l'art. Vous êtes également philosophe, philosophique, pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand j'ai commencé vraiment à sentir les démangeaisons du cinéma, mais c'était de l'art, en fait. Au départ, dans ma tête, c'était plutôt le dessin, la sculpture. Donc, je voulais faire les beaux-arts. Et vous savez, dans nos familles, des notables du Congo, et dans nos familles congolaises tout court, les métiers d'art ne sont pas très connus. Nous avons dans nos familles, nous avons des avocats, des politiciens, souvent en pléthore, des commerçants, des médecins, des ingénieurs, mais les métiers d'art sont toujours considérés comme des métiers qu'on n'apprend pas en fait, comme de la passion. Donc, je crois que c'est une des très belles idées que j'ai partagées avec mon père, et il n'arrivait pas à me convaincre d'aller lui chercher un diplôme, comme je dirais en fait, par métaphore. Et il m'a dit, après j'étais quelqu'un avec qui j'ai discuté beaucoup, et il m'a dit, tu ferais un bon sociologue. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, écoute, les métiers d'art sont souvent aussi techniques, mais il faudra que tu fasses la différence. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Il m'a dit, il te faut un bon bagage des sciences humaines. Donc c'est comme ça que je suis allé vers la sociologie en fait. Et ça m'a beaucoup plu. Et mon père avait vraiment raison. Ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis, au-delà de l'art, de la technique, vous savez, le cinéma c'est un art, c'est une science et aussi une technologie. Et cette base-là m'a permis de vraiment poser mon désir de cinéma, qui est un désir de mémoire. En fait, je suis devenu cinéaste pour raconter mon pays. D'une certaine manière, quand on y réfléchit, au fond, je crois que ça transparaît dans votre œuvre, ce regard que vous avez, un regard à la fois lucide, critique, humain, mais tellement vrai. Alors, vous avez étudié le cinéma aux États-Unis, en Angleterre, mais également en France. La transition s'est faite naturellement, ou est-ce que vous avez été confronté à une situation quelconque qui vous a convaincu que c'était ça que vous vouliez faire? Non, mais c'était très important, en fait. Je bénéficiais de beaucoup de chance, en fait. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui m'ont formé. Je suis vraiment le produit, au-delà des écoles, des hommes et des femmes. J'ai rencontré sur mon parcours, à commencer par, je dirais mon père, mais comme mon frère aîné, qui est un brillant écrivain, qui m'a appris à écrire, pas à poser des mots, mais la narration. Le mot narration, je l'entends depuis que j'ai 12 ans. La structuration narrative, et j'ai été, comme beaucoup d'entre nous, nourri de littérature classique européenne, dans sa formulation comme dans son fond. Donc il y a déjà beaucoup de rencontres. Et à 22 ans, donc j'avais arrêté les études parce que j'étais dans ces moments des doutes entre les sciences. Je suis un littéraire
qui a fait par défi les mathématiques, les maths physiques. Hein, par défi. Parce que ça me semblait aussi facile que ça. Mais donc, et puis à un moment, parce que c'était difficile de faire admettre que je voulais faire une école d'art, donc il y a donc j'ai dû arrêter. Et puis, je suis allé vers la sociologie et je me suis retrouvé sur un travail de recherche en 79, en 79, à Lubumbashi. Et j'étais attaché au Centre culturel français. Durant 2 ans, je devais faire un travail de recherche et d'enquête de sociologie pour lui, Vincent Thomas, qui était le plus grand professeur en exatologie de l'Université de Paris, sur la mort au Shabbat. Donc, durant 2 ans, j'ai circulé dans tous les Katanga avec un budget énorme. Je pouvais louer un train, c'est ce que je fais d'ailleurs, je pouvais louer un avion, j'avais un budget énorme. J'ai visité tous les cimetières du Katanga, du nord au sud, je connais les Katanga par tous les bouts de chemin. Il faut aussi comprendre, c'était l'année après la guerre de 79. Après Moba 1 ou voilà. Non, mais la guerre, ce qu'on appelait la guerre du Shabbat, la deuxième guerre. Donc, ce travail sur la mort m'a amené à comprendre la vie et à comprendre mon pays, à aimer mon pays. Mais j'étais aussi au Katanga, dans une communauté française, donc j'avais 3 collègues français très agréables et qui m'ont vraiment formé, quoi. Qui m'ont beaucoup appris sur Lumumba, par exemple. Le directeur Bernard Pignot était avant directeur du centre à Kisangani, et puis à Lubumbashi. Mais son parcours était lié à son travail sur Lumumba. D'ailleurs, son livre a été plus tard publié chez l'Harmattan. Donc je me suis retrouvé dans cette équipe, et tout d'un coup, il s'est révélé à moi qu'il y avait un problème dans le rapport blanc-noir, un problème d'image et d'imaginaire. Et donc, quand je suis revenu en Belgique, j'ai pris des études de sociologie, et en 84-85, j'ai été l'auteur d'un projet qui a abouti à une grande exposition, à un livre, avec co-coordinateur Jean-Pierre Jacquemin, avec une ASBL belge qui s'appelle Coopération par l'éducation et la culture. Donc c'est un très très grand travail, c'est le premier travail qui s'intitule Zaïre 1885-1985, 100 ans de regard belge. Ça c'est en fait, c'est un sujet qui aurait pu être un sujet de thèse à l'université, mais je n'étais pas destiné à faire plus qu'une licence. Mon but n'était pas, mon projet était d'avoir des connaissances assez larges jusqu'à la licence. Donc bon, par curiosité et par passion, j'ai passé un diplôme en histoire de l'art. À l'époque, l'histoire de l'art n'était pas enseignée comme maintenant, et puis l'histoire contemporaine, parce que j'étais destiné à raconter mon pays. Et en philo, parce que je trouve que la philo, c'est comme les mathématiques. Et moi, j'aime les maths. Et donc, en sortant de là, je me dis, je vais aller voir un peu qu'est-ce que je peux faire avec l'INSAS ou l'IAD. C'était pas possible parce que j'ai sorti de l'université, j'allais pas recommencer à passer un concours. Et je me souviens parce que le directeur de l'INSAS à l'époque que j'ai rencontré, il était un peu méprisant. Il m'a dit le Congo a besoin d'autre chose que des cinéastes. Et vous savez, c'est cette fameuse idée que... Après, il a été démenti par les faits, ça de toute manière. Un jour, j'ai reçu un prix à Namur et c'était lui qui était chargé de me remettre le prix. Et vous savez bien que, enfin, vous vous rendez bien compte que quand on m'a tendu le micro, j'ai raconté l'histoire. Alors, Baloufou, revenons à votre filmographie. Alors, elle est riche et variée. Je vais citer quelques titres. 10 000 ans de cinéma, Thomas Sankara. Alors là, vraiment, pour le coup, Sankara, c'est votre idole, en fait. Vous dites qu'il descend de Lumumba. Expliquez-nous ça. Mais Sankara, c'est une branche, c'est une graine de Lumumba, d'ailleurs, lui-même. Il parlait... Vous savez, j'ai connu Sankara par Benjamin Bouanakaboué. Bouanakaboué, journaliste congolais que je salue, qui est un frère, et qui est son conseiller politique. Et donc un jour à Bruxelles, Bouanakaboué me dit, il faut que tu viennes voir, toi qui parles de Lumumba, il y a un Lumumba. Alors, moi, en fait, j'étais sur un parcours de cinéma où je devais un jour ou l'autre aller au FESPACO.
Et en même temps, c'est l'année où je quittais la Belgique. Donc j'ai quitté la Belgique en 86. En fait, j'ai pas quitté la Belgique. Ils m'ont foutu dehors. Ils m'ont expulsé. Parce que, et pour moi, ils ont dit que j'étais plus étudiant. Je faisais plutôt de la politique. Il y avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Jean Gaulle. Enfin, et puis je suis allé le voir avec mon avocat qui était Gilles Chaumet, mais c'était assez rocambolesque. Mais vous savez, il y a toujours des choses comme ça qui arrivent, mais qui arrivent aussi pour notre bien. Et donc Boana me raconte Sankara, donc on est en 83, 84, et à 85, donc moi je me retrouve à Ouaga. Je me retrouve à Ouaga, c'est un pays pauvre, vous sortez de l'hôtel, vous ne pouvez pas aligner de rendez-vous parce qu'il faut revenir à l'hôtel, vous lavez, enlever la poussière, changer de chemise. Mais en même temps, c'était formidable. C'est la première fois que je me suis retrouvé dans une salle de cinéma à regarder un film fait par un Africain avec des Africains. Donc c'est tout d'un coup, toutes les questions que moi je me posais sur l'imaginaire, sur l'image, étaient là. Mais on avait l'impression, tous, beaucoup de gens, que le rêve de Lumumba, vous savez, nous sommes des héritiers de Lumumba, et nous n'avons pas accompli l'héritage. Il nous a légué des messages, il nous a dit... Est-ce qu'on en a été digne? Non, mais est-ce qu'on a été éduqué pour ça? Non, il faut pas... La question se pose. Oui, non, mais est-ce qu'on a été éduqué pour ça? Beaucoup de gens ont été éduqués par la propagande. Vous savez, à Kinshasa, vous entendez des gens qui savent lire, parce que c'est compliqué, qui vous disent que tout ça, c'est la faute de Lumumba. Alors que s'ils réfléchissaient un peu, ils comprendront que les contraires de Lumumba, c'est les drames dans lesquels nous vivons. Et donc, et c'était formidable. Donc Sankara, il s'est référé au passé, à la mémoire. Il s'est référé à Lumumba, à Kwame Nkrumah, à Steve Biko. Il s'est référé à l'Afrique. L'Afrique, celle qu'on tue pour empêcher l'Afrique de créer ses utopies et ses illusions. Et donc, à son assassinat, pour moi, c'était important. Mais En 88. Non, il est assassiné en 87. 87. Ouais. Donc la décision de faire le film, c'est 89. Donc on se retrouve à Ouagadougou. Moi, je vis à ce moment-là à Londres. Donc je me retrouve dans un groupe avec des amis à moi on venait tous de Londres. Donc je suis en partie en formation à Cambridge, aux Beaux-Arts. Donc j'arrive à Ouaga et puis on va sur la tombe saluer le capitaine et on rentre à l'hôtel et les amis, il y a John Akonfra qui est l'un des plus brillants documentaristes qui vient à Londres, et il y a John Divan, il y a des gens très importants dans le cinéma. Et on commence à parler de mémoire. Et c'est quelque chose qui nous relie, la mémoire collective. Et on commence à se dire, tiens, est-ce qu'on va pas oublier? Est-ce qu'il faut attendre? Et puis tout d'un coup, tout le monde se fige et me regarde, et dit, il faudrait qu'on fasse un film sur Sankara. Et moi, je dis oui. Et puis on dit non, c'est toi qui vas le faire. Ça s'est passé comme ça. Donc c'était une décision collective. J'aurais bien voulu que ce soit moi, quoi. Mais bon, c'est tombé sur moi. Donc, mais c'était aussi le film le plus pénible à faire parce que il a fallu lutter fermement contre tous les services français surtout. Il a fallu accepter que mon appartement à Paris soit tout le temps pillé, sans qu'on y vole un papier. Et puis j'ai fini par m'habituer à habiter dans une maison où la porte ne fermait pas. Parce que quand je la fermais, on l'a cassée. Et c'était une porte blindée. Donc alors finalement, à force de remplacer des portes blindées, j'ai vécu 2 ans sans fermer la porte. Alors ce film a fait beaucoup de bruit. Alors, je rappelle, vous êtes né un 30 octobre. Or, il se trouve que cette année, le 30 octobre, a consacré la fuite, n'ayons pas peur des mots, de Blaise Compaoré. Comment avez-vous vécu cette révolution burkinabé? Mais moi, j'ai reçu beaucoup de messages, des messages de félicitations qui étaient liés à mon anniversaire, mais qui me disaient, enfin, vous êtes l'homme le plus heureux de ces 30 juin, et vous avez le plus bel anniversaire. Donc, du monde entier. Du monde entier. Et vous savez, aussi, ça m'a donné un sentiment de fatigue. De fatigue d'un long combat, 27 ans. Pourquoi? Non, mais c'est une sorte, vous savez, quand vous avez l'impression d'une victoire, mais c'est pas une victoire complète, parce que l'assassin est toujours en liberté. Vous savez, après un long effort, quand arrive un peu de moments et de lueurs de satisfaction, on sent un peu la fatigue. Parce qu'on s'est beaucoup retenu. Ça me rappelle les sentiments que j'ai eus le 14 septembre quand je suis sorti de l'avion
septembre 97, je crois, 98, je suis sorti de l'avion à Toronto, j'allais au Festival de films de Toronto, et je sors de l'avion, on me happe par l'attaché de presse du Festival de Toronto, qui m'amène en salle de conférence pour me dire « Mobutu is gone ». Et moi, j'étais dans l'avion quand Mobutu est mort. Il m'a dit « Mobutu is gone ». J'avais l'impression d'un bonheur extrême, d'un bonheur extrême. J'avais l'impression qu'on était enfin libéré, que le peuple congolais pouvait souffler un peu. Et j'ai même eu l'impression que j'ai pris du poids à partir de ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2007, vous vous partagez entre Bruxelles, Paris, enfin, bon, vous faites des allers-retours incessants, vous voyagez énormément, et puis surtout, un projet qui vous tient à cœur, puisque vous organisez des ateliers publics pour former des techniciens du son. Expliquez-nous ça. Non, mais du son et de l'image, en fait. Non, mais moi, j'ai un programme. Vous savez, j'enseigne pour l'Université de New York dans un programme où il y a 40 cinéastes en activité qui sont là, qui forment. Et puis, moi, je m'occupe beaucoup de l'Afrique dans ces programmes. Donc, toutes les demandes qui viennent de l'Afrique, surtout l'Afrique anglophone, j'y vais, quoi. Et c'est des moments... Avec l'Afrique, on se sent utile. Je me sens utile. Et à Kinshasa, donc depuis 2006, j'ai un programme qui s'appelle la manufacture de l'imaginaire. Parce que il faut manufacturer l'imaginaire de notre jeunesse. Il faut, vous savez, ce qui nous manque, nous Africains, c'est l'image. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Quelle image donnons-nous de nous-mêmes? Et quelle image avons-nous de l'autre? Est-ce que l'Africain accepte cette image qui est véhiculée, ces clichés qui sont véhiculés? Il faut l'éduquer, non, mais c'est une question d'éducation. Vous savez, les dominants a été éduqués pour être dominants. C'est-à-dire, de quoi est peuplé nos imaginaires? Des musiques d'un Ndombolo? Quels sont nos héros? On a parlé de Lumumba, on parle de Thomas Sankara. Mais qui est aujourd'hui les héros de nos enfants? Des rappeurs? Des musiciens du Ndombolo? C'est cela la grande question que nous devons nous poser. Parce que ce qui peuple l'imaginaire de nos enfants, c'est ça qui va déterminer leur avenir. Et ça, personne ne s'en occupe. On croit qu'un homme est fait des diplômes ou des chiffres. Non, un homme est fait d'utopie. Est-ce qu'à contrario, avoir des références qui ont terminé de manière tragique, est-ce que ce n'est pas non plus une manière, au fond, d'être pessimiste finalement? Est-ce que c'est pas plutôt le contraire qui se produit? Vous pensez qu'il est possible de se nourrir en fait de ces destins tragiques plutôt que de s'accrocher à des modèles beaucoup plus contemporains? Mais si on le prend dans ce sens-là, c'est que nous célébrons la victoire des assassins. Non, le Lumumba ou Sankara, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, ils se sont sacrifiés. Ils sont pas morts. C'est-à-dire, si nous baissons les bras par la torpeur de coups de feu, nous acceptons d'être esclaves, ad vitam aeternam. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Vous savez, ça me rappelle, il y a quelques années, beaucoup de nos pays fêtaient les cinquantenaires. Et j'entendais des discours du genre, les indépendances, c'est un échec. Ceci, c'est là. Non, les indépendances africaines ont humanisé l'Européen. Et d'ailleurs, ce qui nous reste, nous, notre grande mission et notre héritage, c'est de décoloniser l'Europe. Et ça, on n'y pense pas. C'est-à-dire, on a décolonisé une partie. Comment on s'y prend concrètement? Mais on a décolonisé une partie, on nous a dit vous êtes décolonisé. Mais la colonisation est un conflit. Il y a deux parties en conflit. Mais il s'agit maintenant à nous de décoloniser l'ancien colonisateur, de l'aider à s'humaniser. Les indépendances africaines ont fait qu'aujourd'hui, l'Europe parle de droits de l'homme. Durant 4 siècles, est-ce que ce n'est pas une manière de se donner bonne conscience finalement? Non, mais ça c'est eux. Mais moi je n'ai pas droit à succomber à cette faute de bonne conscience. Moi je constate que durant 4 siècles, de l'esclavage à la colonisation et aux tueries post-coloniales, on me parle de droits de l'homme. Mais j'ai difficile à croire que ce sont les mêmes qui me parlent de droits de l'homme. Mais en tant que cinéaste africain qui évolue dans un monde, on peut dire, difficile, ce n'est pas toujours évident de se faire sa place en tant que cinéaste africain. Je vous paraphrase. Est-ce que, en tant que cinéaste africain, vous pensez qu'il faut aujourd'hui décoloniser le cinéma?
Non, non, mais il faut, non, c'est pas le cinéma qu'il faut décoloniser. À la limite, je l'ai entendu, j'ai entendu de votre bouche une phrase de Sankara, en fait. Derrière celle-là, c'est osons inventer l'avenir. Sankara disait, osons inventer l'avenir. Mais il répondait déjà à Lumumba, qui nous dit, l'avenir de l'Afrique est beau, et il vous appartient. Et Sankara continue, il dit, parce que Lumumba a dit ça, osons inventer l'avenir. Mais comment on ose inventer l'avenir? On ose inventer l'avenir en instillant dans l'imaginaire de nos enfants, dans nos imaginaires, de l'utopie. Vous savez, il y a 20-25 ans, jeune cinéaste, je suis allé à Dubaï. Je suis arrivé dans un désert. Et il y avait une projection dans le désert. Et on m'a dit, ici, il y avait une maquette. J'ai vu une maquette, j'ai dit, enfin, les Arabes, les Bédouins, ils rêvent. Et puis il y avait un jeune monsieur avec un kéfier qui parlait un anglais formidable, qui sortait des grandes écoles anglaises. Il m'a dit, the Ethiopia, it will be great, Baloufou. The Ethiopia will be great, Baloufou. Et puis il a montré son doigt en l'air. Et je vais à Dubaï presque chaque année pour le festival du film, et je le croise souvent. C'est un formidable ingénieur, et il me dit toujours, the Ethiopia is great. Et il me montre les sommets des tours de Dubaï. Donc, c'est pas une question, parce que souvent, on parle de l'élite. L'élite, c'est celle qui est au service de l'autre, de l'utopie des plus pauvres. C'est ça une vraie élite. Une élite, c'est elle qui est fière d'avoir mis en place et construit l'utopie pour les autres. C'est ça une élite. Une élite, c'est pas celle qui est au volant de Mercedes. Non, une élite, un chef. Et c'est ça que moi j'ai appris dans le cinéma. Un leader, c'est celui qui est au service de son équipe. Et ça, c'est très important. Donc, nous ne devons pas nous accuser. Nous devons essayer par tous les moyens de savoir qu'est-ce que nous devons mettre dans la nourriture spirituelle. Alors, précisément, de l'imaginaire. Alors, Baloufou Bakoupa Kanina, nous terminons cette émission, nous arrivons au terme en tout cas de cette émission. Vous avez des projets d'avenir, c'est évident, puisque bon, vous avez pas mal d'idées en tête. Est-ce que vous pouvez nous confier quelques-uns de ces projets? Mais vous savez, je suis devenu cinéaste pour faire 2 films. Et je pense que je vais pouvoir le faire, ces 2 films. Un film sur Simon Kimbangu, qui a été d'ailleurs parmi mes premiers scénarios de sortie d'école, et un film sur Patrice Lumumba. Je travaille sur ces 2 sujets depuis 30 ans. Depuis 30 ans, en documentation, en développement. Et je pense que je vais pouvoir le faire. Et je vais pouvoir le faire, croyez-moi, avec l'argent du Congo. Les autorités congolaises vous semblent réceptives à ce projet ou à ces projets? Non, il faut du Congo. Je suis le Congo. Je suis le Congo. Si vous attendez d'une autorité de vous permettre de faire un film, non, une autorité passe, les Congos restent. Non, je vais faire ce film avec l'argent du Congo. Mais je suis le Congo. Grand bien vous fasse, en tout cas, et je saisis cette occasion pour utiliser cette Non mais juste là, je suis en train de finir la production des 12 courts-métrages, une collection des 12 courts-métrages des jeunes que je suis, qui sont avec moi en atelier depuis 2006. Où ça? Eh bien, à Kinshasa. À Kinshasa, c'est une production d'à peu près 350 000 $. Et je croyais être seul. Et puis un jour, j'ai reçu une nouvelle. Le gouvernement du Congo mettait de l'argent dans cette production. Donc, vous savez, voyez-vous, les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. Et puis, il y a un politicien congolais, je ne veux pas le nommer, un jour, on a parlé cinéma, il m'a dit, Baloufou, c'est vous notre cinéaste. Moi, je suis un politicien. Dites-moi ce que les cinéastes veulent. Le politicien pourra le faire. Et ça a été fait. Ce sera le mot de la fin, Baloufou Bakoupa Kanina. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Merci pour cet amour du cinéma que vous ne cessez de partager. Mais moi, je vous dis, je suis aussi très ravi d'être ici, de voir ce que vous faites. Si un jour, on a le temps, on a 4 semaines, parce que j'aime pas saupoudrer, je m'asserai ici avec des jeunes Congolais, des jeunes Africains de Bruxelles, pour parler cinéma. Peut-être que s'il y en a 10, il y en a peut-être 2, dont la vocation sera rassurée. Donc je suis à disposition pour un atelier, une rencontre avec des jeunes, de parler de ces métiers formidables. En tout cas, nous prenons date à partir d'aujourd'hui. Merci infiniment et bon vent. Merci beaucoup.